je suis avec Léandre et je vais probablement me dandiner comme ça parce que même dès que j'ai ça clippé sur moi, même s'il n'y a pas de bébé dedans, je me mets à me dandiner. Je sais pas si tout le monde est comme ça, là. C'est plus fort que moi. Je trouve que la meilleure façon de démystifier et de combattre les préjugés, ben, c'est mieux comprendre. Alors, j'ai décidé de vous parler de ce qu'est l'alternatif, de ce qu'on y fait, mais aussi du pourquoi. Pourquoi on veut ça, pourquoi on est là. Moi, j'aime beaucoup demander pourquoi aux gens. La question du sens est vraiment importante pour moi. Alors, je vais vous montrer dans quelques instants quelques réponses qu'on m'a donné le droit de vous partager. Pourquoi l'école alternative? Parce qu'elle favorise la créativité, l'adaptation au changement et la capacité de travailler en synergie. C'est de ça qu'on a besoin si on veut une société prospère et équitable. L'école doit permettre aux individus de s'émanciper sur les plans cognitifs et affectifs. Parce que l'enfance est précieuse et tellement courte. La liberté est nécessaire pour que l'individu se découvre lui-même, sinon il n'apprendra qu'à obéir aux ordres. Parce qu'éduquer, c'est permettre aux enfants d'être ce qu'ils peuvent être, les accompagner à se construire dans un maximum de leur potentialité et leur apprendre la liberté, l'autogestion, l'entraide et l'égalité. Ça, c'est le point de vue d'une enseignante, parce que travailler avec la famille, la communauté pour l'éducation de nos enfants, c'est inspirant et constructif. Parce que si ça prend un village pour élever un enfant, je veux que l'école fasse partie de ce village. Alors, je pense que les raisons qui nous poussent à aller vers l'alternatif et à y rester prennent racine dans qui on est, dans ce qu'on a vécu, ce qu'on veut perpétuer ou pas de notre propre éducation, de notre propre scolarisation. Bref, ce qu'on veut transmettre à nos enfants. Je parle de nos enfants, mais je pense que ça ne devrait pas juste être une question qu'on pose aux parents. Je pense que la question de la finalité du système scolaire, elle appartient à tout le monde. Alors pourquoi l'école? À quoi elle sert? À quoi elle devrait servir? Ou pourquoi la non-école? Et dans le cas qui m'intéresse moi, pourquoi l'école alternative? Alors moi, je porte 3 chapeaux, mais sûrement en plus. Je suis mère, j'ai un âge parental de 2 ans et demi. Et puis, je suis sur un comité de parents pour ouvrir une école alternative dans le quartier de Villeray à Montréal, qui va ouvrir l'année prochaine. On vient de l'apprendre. Les inscriptions sont dans 2 semaines, pour ceux que ça intéresse. Et puis, avant de faire tout ça, j'ai été enseignante à l'alternatif. Ça fait 7 ans maintenant que je suis dans le bail alternatif. J'ai commencé dans une petite école à Montréal, tout de suite quand je suis sortie du bac, puis que je ne voulais plus enseigner. Je me suis retrouvée par hasard à l'école alternative, et puis ça m'a raccrochée. Mais c'est vraiment quand je suis devenue mère que ça a pris tout son sens pour moi, l'éducation, les valeurs alternatives qui influençaient mon quotidien, qui influencent mon rôle parental. Puis depuis 2 ans, moi, depuis que je suis mère, je me plonge par intérêt personnel dans les ouvrages et les conférences sur l'éducation libre. Je vous raconte tout ça pour vous aider à situer mon propos, parce que mes valeurs personnelles vont sûrement transparaître dans la façon dont je vais vous parler de l'école alternative. Et là, le chapeau qu'on me demande de porter aujourd'hui, c'est d'être représentante du REPAC, donc le réseau des écoles alternatives publiques du Québec. Il faut se rappeler que les écoles alternatives, il faut se rappeler, ou bien vous l'apprenez, là, les écoles alternatives publiques sont toutes différentes. Oui, j'ai de la misère à rester dans le micro. Excusez. Donc, il y en a certaines qui ont choisi, là, moi, je parle vraiment du public. Je sais qu'il y a une conférence ce matin sur l'école alternative plus large. Je n'y étais pas, j'étais à la maison avec les enfants. Mais moi, je parle du public aujourd'hui, donc ce qui est dans le système ministériel. L'autre aussi. Mais en tout cas, ce qui est gratuit, finalement. Il faut se rappeler donc qu'elles sont toutes différentes, mais il y a certaines qui ont choisi un cadre plus connu, là, un cadre pédagogique comme la pédagogie par projet ou la pédagogie ouverte ou encore Freinet. Il y en a dans le réseau. Puis il y a d'autres écoles qui ont choisi de rester un peu plus libres, de faire des choix, de s'inspirer puis d'adapter les méthodes aux besoins de leurs élèves. Ceci étant dit, je vais vous donner quelques chiffres.
Alors, la première école alternative a été fondée en 1974 par Charles Cahouette, M. Cahouette qui a donné une conférence ce matin. J'ai mis ici ces deux ouvrages que je trouve qui sont des incontournables dès qu'on se pose des questions sur les finalités de l'éducation. Ça devrait être des lectures obligatoires d'ailleurs dès qu'on enseigne, dès qu'on étudie en enseignement, qu'on soit alternatif ou pas. Cette année, 2015-2016, il y a 28 écoles primaires alternatives et 4 secondaires. À Montréal, en combinant les 3 commissions scolaires, ça nous en donne 10. L'année prochaine, 12. Puis il y a un projet pilote primaire-secondaire. Et puis là, depuis moins de 5 ans, on assiste à une explosion des projets alternatifs qui viennent des parents partout au Québec. Donc les parents se rassemblent en comité, comme ce que j'ai fait avec d'autres parents, puis demandent à leur commission scolaire de leur fournir une option éducative qui leur convient. C'est prévu par la loi sur l'instruction publique, on a le droit de faire ça. Ce qu'on a vu souvent, c'est les écoles internationales, des écoles axées sur le sport, axées sur les arts, la musique souvent. Et l'alternative est une autre option, la pédagogie alternative. Et puis, il suffit d'aller chercher le soutien d'un ou plusieurs commissaires à la commission scolaire, les commissaires qui sont élus et qui donc représentent la voix de la population à la commission scolaire. Là, bientôt, il y aura plus de commissaires élus. On verra bien ce que ça va donner à notre pouvoir citoyen sur l'éducation. Alors, le réseau des écoles publiques alternatives, ce sont toutes les écoles qui ont décidé de se réunir à un moment donné pour répondre à des pressions du gouvernement. Tous les enseignants, parents, directions et élèves d'écoles alternatives en font partie. Et on a 5 rencontres par année. C'est pas tout le monde là, qui se rencontre, là. Ce serait une grosse organisation, mais d'habitude, il y a un représentant enseignant, un représentant parent, puis la direction de chaque école, des fois des élèves, surtout plus au secondaire. Et c'est ouvert à tout le monde. Je pense que sur la page Facebook du REPAC, vous pouvez avoir les dates. Maintenant, depuis quelques années, il y a des étudiants beaucoup à la maîtrise et au doctorat qui viennent assister, qui viennent participer aux rencontres d'échange parce qu'ils font des recherches en lien avec l'alternative. Puis il y a 2 ans, le REPAC a publié un livret. Toute la communauté s'est rencontrée pendant 4 ans pour essayer d'un peu mieux définir ce que ça veut dire l'alternative. Donc un livret qui regroupe 17 conditions gagnantes qui permettent à l'école alternative de naître et de se développer. C'est disponible sur le site du REPAC. Moi, j'ai choisi de vous en présenter quelques-unes. Alors, la condition numéro 1 des écoles alternatives, c'est un peu leur mission, c'est de créer un milieu de vie créatif, responsable et ouvert sur le monde. Je leur disais bien sûr que l'école ne veut pas ça. Je pense que sur papier, il y a plein de projets éducatifs qui écrivent ça, c'est sûr, hein, personne n'est contre la vertu. Et puis, je suis convaincue que la plupart des enseignants, même tous les enseignants, toute personne fait ce qu'elle peut dans le système avec les ressources personnelles qu'elle a et les ressources moyens qui sont à sa disposition. Je pense que la différence à l'alternatif, c'est qu'on arrive à vivre cette mission-là, entre autres parce qu'on se donne les moyens grâce à la participation des parents. Ensuite, sur le plan de l'apprentissage, la pédagogie alternative s'appuie sur la confiance que l'enfant peut faire des choix judicieux quant à ses apprentissages. Il peut être en charge si on lui donne les moyens pour le faire de manière responsable, autonome et engagée, si on l'accompagne de près. Les enseignants, bien sûr, connaissent le programme, puis ils sont à même de suivre l'enfant dans ses élans, pour profiter des opportunités qu'ils voient pour intégrer des apprentissages au moment où la petite porte est ouverte. Et non pas pas plaquer des apprentissages quand l'enfant n'en a pas besoin à ce moment. Donc, les apprentissages sont rarement découpés par niveau. Déjà, le programme du ministère de la Réforme découpait par cycle. Là, depuis quelques années, il y a eu la progression des apprentissages qui découpe tout par niveau vraiment clair. C'est un outil qui peut nous aider quand même là, pour connaître le continuum d'apprentissage.
Mais ça veut dire qu'à l'alternatif, un apprentissage qu'on voit d'habitude, qui est vu d'habitude en troisième année, ne sera pas nécessairement, parce que si l'enfant a un projet dans lequel on peut intégrer cet apprentissage-là en deuxième ou en quatrième année, bien, ce sera à ce moment-là. C'est pour ça que ça prend une vision globale sur 7 ans, de la maternelle à la 6e année. Puis là, le vitrail propose de voir ça sur 12 ans jusqu'à la fin du secondaire, parce qu'il y a souvent la question du passage au secondaire qui est une peur, une inquiétude pour les parents, pour les profs aussi. Alors, puis on pense que, on voit bien avec les enfants que dans ce temps-là, quand ils sont en charge de leurs apprentissages, ils développent autre chose que l'académique, ils développent leurs compétences transversales, donc leur relation à l'autre, leur organisation personnelle, leur créativité, je pense qu'ils la développent pas nécessairement, mais ils la conservent plutôt. Et puis, ça c'est possible parce qu'il y a des gens qui gravitent autour de ces enfants-là, des enseignants et des parents. Ça nous amène à l'évaluation de tout ça. Alors, l'évaluation à l'alternative, ça ne se fait pas habituellement par des examens. Le contexte d'apprentissage est différent, donc il faut penser à des méthodes d'évaluation bien différentes aussi, qui sont cohérentes avec le contexte d'apprentissage. D'habitude, c'est par observation. Donc, l'observation de ce que l'enfant fait au quotidien, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il produit, de sa démarche, de ce qu'il est aussi, parce que les attitudes sont aussi importantes que l'académique. Heureusement, chaque école alternative a le droit de produire son propre bulletin maison. Donc, on ne relève pas du bulletin unique en pourcentage, mais c'est une lutte qu'on doit mener, je crois, chaque 3 ans pour continuer de montrer au gouvernement que ce qu'on fait, ça a de l'allure. Et puis, multipartite, parce que tout le monde le regard de tout le monde est nécessaire pour brosser un portrait juste de cet enfant-là qui est devant nous. Donc, d'abord, l'élève, qui a la capacité de s'auto-évaluer sur plusieurs aspects. Le regard de ses parents, le regard du prof, évidemment. Puis parfois aussi des autres professionnels ou des autres gens qui sont dans la communauté de l'école, incluant le ou la concierge, le ou la secrétaire. La condition 5, une relation de réciprocité. Il faut se donner le droit d'être questionné, d'être mis en doute, de cheminer comme les enfants, comme les parents. Ça aide aussi quand les parents ont déjà cette posture-là dans leur éducation avec leurs enfants, qui ont une relation de réciprocité. Ça permet qu'il y ait une cohérence dans nos attitudes envers lui. Des parents coéducateurs, mais parce que les parents sont les experts du développement global de leur enfant, puis vous êtes nécessaires à la compréhension que moi j'ai de cet enfant-là. C'est un peu comme si on devient finalement un ménage à 3. Là, je compte qu'il y a 2 parents, puis il y a moi. On est 3 pour s'occuper d'une plante. Puis, cette plante-là, ça aiderait qu'on communique adéquatement et ouvertement pour savoir quand est-ce qu'on l'a arrosé, quand est-ce qu'on décide de s'en occuper, de quelle façon on décide de s'en occuper ensemble. Puis, l'alternative, c'est que cette plante-là a le droit de s'arroser elle-même aussi. Alors, ça aiderait qu'on l'écoute. Il faut se faire confiance, puis il faut apprendre à cheminer ensemble. Des groupes d'âge multiples, ça c'est dans toutes les écoles alternatives là, habituellement. Jonathan, il y a 7 niveaux par classe, du préscolaire à la 6e année. Il y a des écoles qui ont des droits acquis aussi de 3 niveaux par classe. Maintenant, pour des raisons syndicales, c'est conventionné que ça ne peut pas être plus que 2 niveaux par classe, parce qu'il y a eu des abus administratifs dans les écoles régulières par le passé, là, ça se comprend. Mais la plupart des écoles se donnent un fonctionnement flexible qui leur permet de décloisonner à plusieurs moments dans la semaine pour que des enfants de tous les âges puissent être ensemble, faire du multi-âge intégral. Des enseignants et des directions de formation continue, parce qu'il faut toujours innover pour répondre aux besoins de nos élèves. On se forme surtout entre nous, au REPAC, en partageant les méthodes ou les façons gagnantes de nos écoles. Puis on va aussi chercher du côté de l'éducation libre pour s'inspirer et du côté des sciences cognitives.
Une grande importance accordée à la prise de parole de l'élève, à l'écoute des autres, à sa participation, à l'organisation de la vie d'école. Je pense que jusqu'à maintenant, c'est un peu implicite là, dans tout ce que j'ai dit. Ça implique qu'il y a une cogestion aussi, il y a une condition là-dessus sur la cogestion. Le projet éducatif est vraiment partagé entre tous les acteurs de l'école et même la gestion administrative est très transparente, devrait être très transparente. Des parents qui s'impliquent activement dans la vie de l'école. Donc, de quelle façon les parents peuvent s'impliquer? Ça dépend des écoles, chacune est différente, mais la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est qu'ils animent des petits groupes d'élèves qui permettent aux enseignants de rencontrer d'autres petits groupes d'élèves pour faire un suivi personnalisé, pour permettre aussi aux enfants d'avoir de nombreux moments de concertation, parce qu'on se parle beaucoup à l'alternative pour être cohérent dans nos actions. Ils peuvent donner des ateliers sur des sujets qui les passionnent pour offrir des situations d'apprentissage variées. Puis ils prennent en charge les différents comités de l'école, ils rendent possible certaines initiatives qui viennent de la communauté. Alors, c'est une école qui est vraiment communautaire, où chacun contribue à sa manière, selon ses forces, dans le cadre alternatif, qui est souvent assez large. Et bien sûr, pour que tout ça soit possible, ben, la condition, à mon sens, qui est la plus importante, c'est l'adhésion des familles aux valeurs de l'école alternative. L'adhésion aussi, il y a d'autres conditions qui parlent des enseignants, qui parlent de la direction. Il faut que tout le monde adhère à ces valeurs-là pour que ça fonctionne. Il faut qu'on puisse s'aligner dans le même chemin. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez déjà formé sur l'alternative, il faut que vous ayez tout lu, pas besoin de faire une maîtrise là-dessus. Mais je pense qu'il faut que vous ayez au moins l'intuition que vous voulez quelque chose de différent. Puis pas juste pour votre enfant, pas juste pour le petit dernier, là, parce que lui, il fait très bien l'alternative, il me semble, mais que vous voulez quelque chose de différent pour vous aussi, comme parents, comme famille. Parce que vous allez en faire partie autant que lui. C'est à vous qu'on va demander d'embarquer dans la confiance éducative pour laisser à votre enfant la liberté qui va lui permettre de développer ses compétences, d'exprimer son potentiel et de s'épanouir.